malheureusement, enfin pas malheureusement, mais je me sens bien maintenant. Ouais. Je me sens bien dans ma peau maintenant. C'est pas quelque chose que j'ai senti à chaque époque de ma vie jusqu'à maintenant où j'ai 47 ans. Mais quand je fais le retour en arrière, je n'ai aucun regret de la jeunesse. Pour moi, ça représente des boutons sur la gueule, un malaise. C'est une idée de malaise. Moi, j'ai été un adolescent boutonneux, boursouflé d'acné et d'amour raté. C'est une période triste où j'étais pas décisionnaire de ce que je faisais. Alors je suis très individualiste, très indépendant. Je dépendais de ma famille, de mes maîtres. Donc c'est pas une période... Bon, l'enfance... oui, j'aimais pas. Je m'en suis emmerdé aussi. Pas de... Donc tu te situes différemment, disons, du comique classique qui dit bien volontiers, oui, effectivement, un tout petit déjà, je faisais rire, j'étais un pitre... je m'amusais, je faisais rire les autres, etc. Tu ne te situes pas du tout dans le genre... Je crois que j'ai jamais fait rire les autres tant que j'étais pas payé pour. Non, c'est vrai qu'on peut avoir de l'humour sans faire rire. Hein. Bah, ça, alors on peut... coup de l'humour, il y a des gens qui... L'humour, c'est comme c'est dans les gènes, c'est comme les yeux bleus ou les cheveux roux. Je veux dire, on peut très bien... avoir beaucoup d'humour et pas l'exhiber. Il faut avoir de l'humour et de l'exhibitionnisme pour faire le métier que... Et inversement, on peut être comique et pas avoir d'humour. Oui, et il y a des gens qui ont énormément d'humour, qui sont récepteurs d'humour. On a ça dans nos publics, des fois des gens qui sont en communion totale avec des gens qui ne sont pas drôles, et qui non seulement vous êtes drôles, mais qui ne font pas passer de l'humour, mais qui sont réceptifs de ça. Des proches, ça bouge autour de des proches. Par exemple, c'était très difficile. Et ça bouge bien. Et ça bouge bien. Ça bouge comme j'ai voulu. Ça bouge dans le sens que j'ai voulu. C'est-à-dire que c'est programmé tout ça. Non, c'est pas un hasard. Non, que j'aurais souhaité. Non. J'ai jamais eu de plan de carrière du tout, ni même d'ambition. J'ai aucune ambition. Je suis trop conscient de la vanité de l'existence pour avoir un plan de carrière ou une ambition. Depuis que j'ai l'âge de penser au vrai but de la naissance de l'homme, c'est la seule raison d'être sur Terre, c'est de mourir. Donc, quand on est bien conscient de ça, je m'agite pour oublier, peut-être que je vais mourir, mais j'ai pas de plan. Je reviens à la période du kiné, là, parce que ça me... Oui, alors ça, on peut appeler ça la période du kiné, mais j'étais, entre autres, c'était vraiment la dernière des choses qui m'occupait. Celle qui m'occupait le moins, c'était d'assister à des cours de kinésie. Donc ça m'était totalement indifférent. Il fallait que tu fasses quelque chose. J'ai fait ça de façon complètement ignoble, sur le plan de l'honnêteté par rapport à ma famille qui me nourrissait. C'est-à-dire que j'ai subi ces cours pendant 2 ou 3 ans, dans le seul but de m'occuper pendant ces 2 ou 3 ans. D'avoir une raison de me faire donner à bouffer par mes parents. Mais à l'époque, j'ai jamais pensé de ma vie une seconde de devenir kinésithérapeute. Mais tu étais déjà attiré par l'écriture à cette époque-là? Pas. Qu'est-ce que c'est être attiré par l'écriture? J'étais toujours prom en français depuis... T'étais prom, ça va? J'étais toujours prom, ça va. Et je lisais... à 7 ans, j'avais lu toute la comtesse de Ségur. Parce que, voilà, j'ai jamais eu envie d'écrire, même maintenant déjà. Donc mais j'ai eu envie de lire, oui, envie de lire, et puis j'aime bien le langage. J'aime bien le verbe. C'est un outil, quand on le manie, quand on sait un peu le manier, c'est un outil formidable. C'est un outil pour tuer quelqu'un, un mot qui vient bien. Sans salir les mains, on peut tuer, ou pire, humilier. Oui. Par exemple, une des grandes joies de la vie, c'est d'humilier ses semblables. Simplement, je dirais une petite chose sur le service militaire. Ça t'a bien rendu service. Oui. Hein? C'était à Épinal. J'ai fait mon service militaire à une époque grandiose où j'en faisais 28 mois. J'ai fait 28 mois de service militaire. Et ça, vraiment, j'en ai gardé une rancœur totale. J'étais déjà misanthrope avant de vivre dans une chambrée. Mais quand on a vécu 28 mois au milieu des gens qui font des concours de paix, déjà qu'on n'aime pas ses semblables, on les aime encore moins après. Là, c'est là, la haine du groupe, ça part de là, la haine de... Non, ça s'est confirmé là. Oh non, ça date de bien avant, quand on a essayé de me faire jouer au football quand j'avais 7 ans. Ouais. Mais le football, alors, moi je comprends pas non plus que ton truc contre le football. Oui, mais c'est pas une haine, c'est pas le football, c'est le groupe, là encore. Le groupe. C'est les gens, plusieurs personnes qui font les mêmes choses ensemble. J'ai l'impression que quand les individus se multiplient en nombre, leurs intelligences se divisent inversement proportionnellement. C'est ce que j'ai toujours ressenti. T'es sûr de ça? Je ne participe jamais à une manif, même si on manifestait pour la survie de mes enfants, je dirais pas. T'as jamais été dans une manif? Ah non, ça, alors là, je n'ai jamais de ta vie?
Ah non, jamais. Sûr. Oui, Une pétition. oui. Signer une Jamais. pétition. Non, jamais. Non? Non, jamais. Tu vas partir en tournée, donc tu te retrouves tous les soirs. On peut penser que tu te retrouves face à un groupe. Face à un groupe. Oui, face. Ah, ça, j'adore être face à Ouais. un groupe. C'est pas si Ah, la Mais différence. le groupe n'est pas quelque chose qui te... C'est peut-être dans le groupe qui me gêne, c'est pas d'être Ouais. devant. Au contraire, je suis debout, ils sont assis. D'accord, Non, c'est pas la même chose. d'accord. Bon. Au foot, j'aimerais bien être le ballon. Quoi. Au foot, là, t'as dû recevoir un ballon dans la tronche quand t'étais petite pour avoir... Non, mais c'est assez grave ça, parce que quand j'étais gamin, j'avais l'impression, j'étais très longtemps, enfin ça continue, je suis pas du tout sûr de moi. Le jour où je serai sûr de moi, je pense qu'il faut, quand on est sûr de soi, on peut pas pratiquer les métiers que nous faisons d'humour, je crois. Hein. Ouais. Mais moi, j'étais pas du tout sûr de moi quand j'étais gamin. Et c'était au point que le fait de pas me sentir bien avec les footballeurs, par exemple, me donnait l'impression que j'étais anormal. D'ailleurs, ça a suivi par la suite au service militaire. Quand je ne participais pas au concours de paix dans les chambrées, je me faisais traiter de PD. PD. Il y avait pire que ça. Je me rappelle, quand j'étais en Algérie, un jour, je m'étais baladé sur une plage, j'avais cueilli des roses des sables, parce que j'avais une chambrée. On avait chacun ce qu'on appelait des mechtas algériennes. On était séparés, on était dans la même pièce, mais séparés par des bambous. Et je m'étais mis des fleurs, des roses des sables dans un vase. Ouais. Oh le PD! Oh enculé! Voilà. Et dis-moi, Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti. tu viens de parler de l'Algérie, c'était pendant le service militaire, ça ou Oui, oui. Ouais. Oui, oui. Et tu as parlé du Laos tout à l'heure, et il m'a semblé lire dans un article où tu disais le Liban, c'est un pays que je connais bien. Non, c'est pas vrai, je le connais pas si bien. J'y suis Ah bon? passé 2 ou 3 fois. Ah ouais. 2 ou 3 jours, c'est des images qu'on a. J'ai gardé l'image, j'avais 15 ans quand je suis passé 1 ou 2 fois à Beyrouth. Et puis, c'était une ville très gaie, très pimpante, en même temps très orientale et très occidentale, totalement œcuménique. Parce que c'était quand même le seul pays, justement, c'est ça qui est déchirant dans le Liban, c'est le seul pays où les Juifs, les Arabes et les Européens s'entendaient vraiment très bien. C'est ça qu'on veut tuer, d'ailleurs. Il y a des gens qui supportent pas ça. Le Laos, alors? Accident de parcours? Non. Le Laos, il s'est trouvé que... Mon père était dans l'enseignement et il trouvait à juste titre que j'étais pas doué. Enfin, je foutais rien, surtout. Je n'étais pas sous-doué à l'école, mais je foutais... Sans être vraiment le cancre, je foutais rien. Comme j'étais très bon dans les langues et dans les lettres, j'arrivais à pas redoubler, mais je demandais. Et là, il m'a amené... lui est parti pour enseigner en Extrême-Orient. Et puis, quand je suis arrivé en 3e, il s'est dit, il faut vraiment que je m'en occupe de près, et il m'a amené 1 an. Alors, je suis parti seul avec mon père au Laos pendant 1 an. Lycée, quoi. Oui. C'était un pays sublime dont j'ai très peu profité. C'était vraiment mon époque boutonneuse. J'étais pas mieux devant un coucher de soleil sur le Mékong ou le métro Barbès. Ça m'était un peu égal. Donc, c'est beau un coucher de soleil sur le métro. Un Barbès. bon, on va passer un peu au spectacle. Ouais. Hein. Alors, simplement, moi je voudrais savoir si avant de monter sur scène, tu as eu des grands chocs affectifs pour d'autres artistes, comiques ou non comiques. Oui, ben, tout le temps. Mais alors, curieusement, sans jamais... c'est un truc que je comprends pas. Je n'ai jamais eu envie de faire ça, ce que je fais. Ouais. Étant môme... Aucun fantasme. J'écoutais du Francis Blanche et Pierre Dac. Je dis étant môme, j'ai déjà du poil et du je sais pas. Oui. Non, Pierre Dac, c'est tout de suite après la guerre, quand même. Oui, j'étais gosse, quand même. Ouais. Et j'étais passionné par ça. Vraiment, je séchais des cours où je repoussais des rendez-vous pour pas rater des émissions de Pierre Dac, Francis Blanche, après Martin... Yann, etc. Alors oui, c'était des émissions, ça. Oui, c'est des émissions. Bon, et ensuite, la question de Yves, pour la préciser, c'était le spectacle. C'est-à-dire, bon, par exemple, on sait comme ça que Brassens, c'est quand même pour toi quelqu'un qui a eu, en dehors de l'œuvre, qui sur scène était quelqu'un de très intéressant. Il m'a semblé dire ça, je sais pas si je Oui, moi, humainement, je trouvais aussi... oui, pour moi, c'est un modèle...
c'est un modèle d'humanité. Brassens. C'est quelqu'un qui est arrivé au sommet dans ce métier, si tant est qu'il y a un sommet. Enfin, pour moi, la réussite, c'est d'arriver à ce qu'on veut. Ça ne se chiffre pas en nombre de fauteuils qu'on remplit au Palais des Congrès. Mais il est arrivé très haut et très bien sans jamais se compromettre. C'est-à-dire, quand je dis il ne s'est jamais compromis ni devant un public, alors qu'il n'était pas, comme on l'aurait voulu, un chanteur populaire au sens petit p du mot populaire. Il avait son vocabulaire qui était un vocabulaire assez précieux, il avait une tournure de phrases. Je suis sûr que même parmi les gens qui aiment Brassens, il n'y en a pas 1 sur 50 qui peut réciter dire certains textes qui sont très, très fouillés. Il ne s'est jamais abaissé vers le public, il a attendu que le public se lève. Mais il a dit d'ailleurs dans une de ses chansons, si le public en veut, je les sors d'art, s'il n'en veut pas, je les remets dans ma guitare, en parlant de ses chansons. Il a toujours eu cette attitude. Il a eu cette attitude devant le public et devant les professionnels de ce métier. Ouais. Il n'a jamais payé à bouffer un mec pour avoir du succès. Il n'a jamais dit à quelqu'un, vous êtes beau, en pensant s'il le trouvait moche, pour pouvoir faire un disque. Je sous-entends pas, j'affirme que beaucoup de gens dans ce métier sont sales. Oui, c'est ça. Se compromettent. Il y en a quand même une grosse majorité qui oui, je pourrais peut-être vous donner les noms de ceux qui ne se compromettent pas, mais ils sont 5, peut-être. Oui, et que... tout dépend de ce qu'on appelle se compromettre. Il y a des compromissions. Moi, pour moi, le fait d'aller bouffer avec quelqu'un qui ne me plaît pas, c'est une compromission. Mais ça, vraiment, j'exagère peut-être par rapport. C'est vrai, ça, c'est parce que je ne suis pas très sociable. Je n'ai pas ce qu'on appelle l'esprit de zingue. J'aime pas sourire devant une bière si c'est quelqu'un que je n'aime pas. Et moi, j'allais poser la question, à quel moment tu pourrais éventuellement, toi, te compromettre, ou tu pourrais sentir qu'il te compromette par rapport... Parce que tu le sais, un métier difficile, où actuellement, moi, j'ai jamais dit que je m'étais jamais compromis, du tout. On n'a pas posé la question, ça t'est déjà arrivé de te trouver dans cette situation? Pour me compromettre, vraiment non, mais je sais que j'ai participé à certaines émissions auxquelles je suis fier de ne plus participer maintenant. Certaines émissions avec des gens où je ne me sentais pas à l'aise. C'est à peu près tout. J'ai fait des émissions de télé que j'aurais pas dû faire. Voilà. Mais pas trop quand même. Pas trop? Non, je crois pas. Enfin, à mon avis, pas trop. Non. Et puis surtout, je le faisais à une époque où j'étais pas suffisamment reconnu pour que ce soit gênant. Mais enfin, je serais pas allé, sans citer de nom, une émission que fait Monsieur Poivre d'Arvor actuellement, j'aime mieux mourir dans d'atroces douleurs que d'aller me poser mon cul à côté de ces gens-là. Ou Sabatier, enfin je peux vous dire plein de noms. Ça ne me gêne pas de vous poser des questions, je vous dirai les noms. Je crois que je n'aurais jamais fait ça. Bedos a dû se trouver, Guy Bedos a dû se trouver dans le même problème le jour où on lui a proposé de faire l'émission de Patrick Sabatier, L'heure des vérités. Apparemment non, puisqu'il l'a fait. Oui, ça lui a pas posé de problème. Alors, lui, Bedos, il a un combat. Bedos, il est persuadé qu'à gauche, on est gentil, à droite, on est méchant. Quand on a un drapeau comme ça, on va derrière ce drapeau. Et là, sans se compromettre, pour réussir son combat, on commet des actions, je n'ai pas dit des délits, c'est mon copain. On commet des actions qu'on n'aurait peut-être pas commis si, quand on est comme moi, on ne croit ni à Dieu ni à diable. Mais, donc Bedos est allé chez Sabatier parce que Delon y était allé avant, et pour dire le contraire de Delon. Voilà, ça c'est quand on est un artiste engagé, ça va dans la logique. Et ça t'énerve pas un peu, ça t'irrite pas plutôt le fait qu'en ce moment on parle de Pierre Desproges sans arrêt, qu'on te demande un peu ton avis sur tout? Si, ça m'énerve. Ouais, en plus, ce que je pense, moi, ça n'a pas d'importance. Notamment dans les émissions d'information. Quand on dit ce que je pense de l'imparfait du subjonctif, c'est mon métier d'écrire. Donc je me sens concerné. Mais effectivement, il y a une tendance en ce moment. En plus, comme les journalistes savent que je suis journaleux moi-même et que je sais gratter dans un journal, ils me demandent très souvent. Et effectivement, en ce moment même, je suis en train de freiner dans ce que je pense de la cohabitation, de la stérilisation de TF1 ou choses comme ça. Mais les choses qui me touchent, je sais pas. Par exemple, il y a quelqu'un, si jamais il nous regarde, il doit enfin se frotter les mains depuis 3 ans qu'il attend. Il y a quelqu'un qui m'a écrit après mon premier spectacle pour me reprocher
d'avoir, dans ce premier spectacle, pris des textes que j'avais déjà écrits ailleurs. Et donc, il mettait en cause mon incapacité à me renouveler. J'ai trouvé que c'était un mauvais procès, parce que c'est bon, parce qu'on... Oui, c'était la première fois que tu passais sur scène, oui. en plus. Et donc, j'avais repris un ou deux textes dont je m'étais servi ou en radio ou dans un bouquin qui s'appelait Vivons heureux en attendant la mort. Ouais. Et le type m'a fait le procès, il m'a dit c'est étonnant, on pensait que vous étiez capable d'avoir de nouvelles idées de temps en temps. Ça, c'est le genre de truc qui me touche, parce que, justement, étant quelqu'un de... ayant appris à gratter, à écrire dans la presse quotidienne, je me fais fort d'être quelqu'un qui écrit, qui donne ce qu'il a écrit, qui le fout à la poubelle, qui le lendemain recommence autre chose. Hein. Donc ça, c'est un truc qui m'avait blessé, oui. Le fait que tu sois monté sur scène, donc il y a eu, on peut dire, d'après ce que tu dis, aucun fantasme, aucun désir. Si, mais j'ai toujours eu une fascination pour la scène, pour la radio, pour la télévision, pour le cinéma. Une fascination, mais je me suis jamais mis dans la pensée, je me suis jamais mis dedans. Je me suis jamais dit une seule fois, et moi, pourquoi je ferais pas ça? Et c'est même aller très loin, parce que j'ai fait... Il y a un moment où je me rappelle quand j'étais journaliste, j'avais des loisirs, et j'occupais mes loisirs à faire des bandes, à écrire des sketchs, à les enregistrer, à les faire écouter à des copains. J'écrivais des chansons, paroles et musique, très mauvaises. Je jouais là, pour mes copains. Mais pas une seule fois, je me suis dit, et si je faisais ça en public? Comment tu procèdes pour écrire? Par exemple, là-bas au bout, il y a le texte Pierre Desproges se donne en spectacle. Comment je procède? Je peux vous montrer. C'est là-dessus. Pour écrire un spectacle, tu veux dire? Oui, bien sûr. Tu vois, là, j'ai un dossier, il y a écrit OMS 3. Alors, OMS, ça veut dire One Man Show. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, OMS 3, c'est des bouts de machin, au cas où je serai encore en vie dans 2 ans. Je repiquerai là-dedans, j'ai noté des bouts d'idées, ou des mots, quelquefois. Jessica, enchantée Jessicouille. Je ne sais pas si c'est très intelligent. Peut-être que ça ne servira pas, j'espère, parce que c'est très bas. Mais voilà, j'ai des bouts de machin comme ça. Et puis à partir d'un bout, je peux... j'étire, quoi. Je me dis, Irlande... Ça, c'est... J'ai fait un truc sur les l'amour. Je sais pas si... Il a la tête sur les épaules, je vous dis pas de qui. Je sais pas ce que ça veut dire, ça. Faudrait que je trouve. J'ai un profond respect pour le mépris que j'ai des hommes. Je trouve que c'est une chute. Il y a une dizaine d'années, tu as été présentateur, animateur du spectacle de Dalida. Ah oui. Vrai ou faux? Oui. Cher monsieur Desproges, est-ce que l'on dit un plan de carrière? Ah non, pas du tout. Un accident de parcours ou un pari? Et en tout cas, pas du tout une compromission. Il s'est trouvé que j'ai été... après avoir fait le petit rapporteur, on m'a proposé plein de choses. Je n'avais jamais rien fait dans aucun média avant. Hein. Enfin, si, j'écrivais dans un journal où j'étais fier d'avoir ma signature comme ça. Mais le petit rapporteur, ça m'a foutu sur un podium. Et je ne sais pas si Jean-Marie Prolier a eu la grippe. En tout cas, Bruno Cocatrix m'a téléphoné un matin. Et j'étais très ému, moi, débutant complètement dans ce métier, de voir Monsieur Cocatrix, qui était un sacré malin. Et il m'a dit, Pierre, moi je vous adore, vous allez être Monsieur Olympia. Pour moi, être Monsieur Olympia, je ne peux même pas mesurer ce que ça voulait dire. Faire présentateur, c'est pas du tout mon truc. Mais est-ce que vous voulez présenter le spectacle de Nicole Croisy? Et alors, c'était l'époque bénie de l'Olympia, qui revient un peu d'ailleurs maintenant. C'est un lieu que j'adore. C'est intéressant. Et il y avait donc, en première partie, 5 ou 6, il y avait des illusionnistes, des clowns, des jongleurs, et Croisy après. Et moi, j'intervenais à chaque fois, et j'avais écrit 2 ou 3 petites bricoles, et puis je lisais des fausses nouvelles, voilà. Donc, alors, à cette époque, c'est les premiers contacts avec le showbiz. Il faut voir, je dois être complètement sincère. J'étais journaliste à l'Aurore en 75. Je devais gagner 3 000 francs par mois. Quand Cocatrix me proposait des choses comme ça, j'avais gagné 2 000 francs par jour. Quand on passe tout d'un coup, ça compte, bordel, l'argent. Et je ne suis pas un homme d'argent. Mais enfin, c'est des choses dont on parle rarement dans nos métiers. On dit, je fais ce métier parce que j'aime le public, j'adore le public, bon, ça peut être vrai, c'est vrai souvent. Mais, enfin, je veux dire, dans n'importe quel autre métier, si vous êtes artisan, plombier, à 5 000 balles, puis tout en continuant à faire la même chose, parce que je continuais à écrire des conneries, comme quand j'étais à l'Aurore. Donc c'était le même métier. Et puis on vous dit, vous voulez pas de 5 000 balles, vous voulez pas passer à 40 000. Bon...
C'est pour ça que j'ai pas dit non à l'Olympia, alors que c'était évidemment pas ma voix. Ouais. J'ai pas dit non à Thierry, alors que on s'entendait pas. C'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'estime. Je trouve que c'était un des plus grands clowns. Il y avait un charme chez Le Luron, formidable sur scène. Mais bon, on n'était pas fait pour s'entendre, mais c'était un travail facile et amusant quand même à faire. Donc je me suis compromis dans ces limites-là. C'était quand même un peu important de faire l'Olympia, faire valoir. Quand je dis que je me suis compromis avec Le Luron, c'est attention, il faut bien se comprendre. C'était un immense professionnel, je veux dire, c'était plutôt à mon honneur qu'au sien. Attention, comprenons-nous bien. Je ne parle pas de me compromettre par rapport au personnage de Luron. Surtout qu'à l'époque, il n'était pas entouré de mâles blancs qui lui écrivaient des textes immondes. Tu n'as pas honte du tout de gagner de l'argent. Je suppose que tu gagnes bien ta vie en ce moment. On va Oui, pas je gagne ma s'étendre vie, là-dessus. bien sûr, Tu gagnes ta vie, et pas honte. Oui. Si on, comme ça, pour rire, hein, si on était tes conseillers financiers, je sais pas si tu es un conseiller J'ai financier. ça sous la main. Ah, tu as sous la main. J'ai une femme qui est ma meilleure femme, ma meilleure maîtresse, mon meilleur amant, mon meilleur copain et mon meilleur financier. Ton premier public, c'est ta femme? Oui. Ah ouais. Ah oui, toujours. Oui. C'est pratique, elle est pas loin. Et tu sais, il y a toujours un débat dont on ne parle pas d'ailleurs des femmes d'artistes, mais elle se tient bien, elle est correcte. Non, mais c'est une femme avec qui je me suis mis en ménage, d'abord parce qu'on avait la même forme d'humour. On avait les mêmes goûts, là, on parlait de Brassens tout à l'heure, musicalement aussi on avait les mêmes goûts, en littérature on était très proches. Ça c'était déjà acquis avant. Donc il y avait une espèce de logique. Les femmes dans les grands thèmes des projets, les femmes, c'est important. Il y a quelque chose. Je montre ça, mais plutôt dans d'autres livres, on retrouve des... C'est important la femme. Les femmes et le Bordeaux, je crois que c'est les deux seules raisons de survivre. Et à propos de D'ailleurs, femmes... c'est le seul moment où on oublie qu'on est mortel, c'est quand on baise bien. Question liée à la femme aussi, je voudrais savoir comment tu as vécu la période féministe de la fin des années 70. Et si tu t'es J'ai vécu à côté. menacé entre guillemets, comme beaucoup d'hommes à l'époque. Non, parce que j'ai jamais pensé passer un moment amoureux avec une femme du MLF, donc je me suis pas senti brimé. Il suffisait de les voir défiler, on n'avait pas envie de les sauter. Généralement, hein. Oh, il y en avait pas mal. Oui, les Gouines. Là, je suis de mauvaise foi. Mais il y a un peu de vrai quand même. Les vrais féministes... Les vrais féministes, il n'y en a plus. Il y en a très peu. Non oui, il n'y en a pas plus chez les femmes que chez les hommes. Il y a une chose dont je suis certaine, c'est qu'il y a autant de misogynes femmes qu'hommes. Les femmes qui servent debout la soupe aux mecs assis, ça existe encore, et c'est souvent la volonté des femmes. C'est pas un truc de mec, hein, la misogynie. Il y a des femmes qui s'en portent bien et qui le revendiquent. Est-ce que pour séduire une femme, tu passes toujours par le rire? Qu'est-ce que je montre d'autre? C'est une réponse. Non, bah évidemment. Ah. Bah, c'est évident que... ta question est complètement pourrie parce que vous deux, les connards, comment vous faites vous quand on a la chance d'avoir cette arme-là, c'est évident que c'est la... Et puis d'ailleurs, les femmes le disent très très souvent. Quand on parle de séduction chez un homme qui les fait rire, c'est quelque chose qui... Oui, c'est vrai. À l'inverse, moi aussi, une femme qui me fait rire, ça me couche alors complètement. Oui. Je peux tout faire. Les femmes bêtes, non, ça te... Parce qu'il y a des femmes c'est-à-dire qu'il y a différentes... par des femmes assez bêtes, oui, mais c'est excitant. Oui, mais c'est une autre forme de sexualité. C'est, je sais pas, une conne ou une belle charolaise. On a envie, quelquefois, besoin de ça. Quelquefois, moi, je suis assez raffiné à table. Je peux me faire pendant 3 heures, faire cuire un petit homard aux légumes. Et puis le lendemain, j'ai envie d'un vieux Caprice des dieux avec un Préfontaine. Et il n'y a que ça qui me fera du bien, qui me fera rire le ventre. Et de même que quelquefois, une bonne conne qui pense pas, c'est bien. Et les femmes aussi ont des mecs qui... Des forts déals, de temps en temps. Ça ne les empêche pas d'être fini, raffiné. J'ai souvenir d'une émission de télévision où on t'avait demandé de choisir des séquences comme ça qui t'avaient marqué. Et tu avais choisi, je crois, un défilé de femmes. C'est à Belfast, je crois. Ah oui. Entre catholiques et protestantes. On peut avoir un petit... oui, ça c'est... Non, parce que c'est parce que je pense que les femmes sont
sont... Tu crois vraiment, comme Aragon, que la famille Tu le dis, ça. T'aimes beaucoup Aragon. Hein. sur le plan Ouais. du verbe, oui. Ouais. Comme homme, non, pas du tout. Je ne peux Oh, pas bah, l'aimer. Il était communiste. Je ne peux pas supporter les communistes. Mais C'est viscéral ou c'est... oui, c'est viscéral. Mais c'est pas seulement les communistes. Toutes les formes de fascisme m'ennuient. Et tous les gens pratiquants m'ennuient. Me font peur, surtout. Les gens qui croient à quelque chose, qui sont derrière un drapeau. Ouais. J'ai un peu peur. Parce qu'il faut élaguer pour arriver sur la montagne où on va planter son drapeau. Ça date des croisades, mais ça continue avec Le Pen et chez Gorbatchev, c'est évident. Qu'est-ce qu'on disait au début de la phrase? Oui, les femmes irlandaises. Mais parce que j'ai trouvé que c'était un superbe symbole. Je veux dire que ça m'étonnerait pas que les femmes libanaises, juives et arabes, aient ce genre d'envie. Il n'y a qu'à les voir. D'ailleurs, quand on voit ces reportages tout à fait déchirants sur les bonnes femmes et les gosses dans leur maison au Liban, les femmes n'ont jamais eu envie de porter un fusil. Pour moi, c'est quand même un signe d'élégance morale. Mais tu as dit de Coluche qu'il était un grand, Oui. mais que c'était dommage qu'il ait mis sa gueule et sa voix magique au service de la grossièreté. Il a voulu ratisser trop large et a galvaudé son talent. Oui, je maintiens ça. Tu maintiens Je veux ça. dire, l'époque Coluche où il a, à Europe 1, par exemple, où il récitait le Vermont avec des poils, c'est ce que je schématise, j'appelle ça comme ça. Je veux dire, il récitait des blagues souvent éculées, je suis désolé. Ah bon, moi, ce qu'il y a, c'est que je me pose souvent, je veux dire, le public s'en fout peut-être complètement, mais un peu en créateur de ce que je fais ou de ce que font des gens comme Bedos ou vous ou d'autres. Et Coluche avait suffisamment, à mon avis, une capacité de création suffisante pour pas aller piquer dans le Vermont des histoires de cul qui balançaient à la mitrailleuse à la radio. Bon, moi je trouve que ça baissait un peu. Et ça m'a déçu par rapport aux choses grandioses qu'il faisait un peu avant. Et le côté ratissé trop large, est-ce que tu crois pas que ça te pend au nez, ça? Est-ce que tu crois pas que c'est un danger permanent, ça, à partir du moment où tu as un succès que j'essaye vraiment, j'en reviens à ce que je disais de Brassens. J'espère que non. Je pense pas. Je crois pas. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que si je me mets à m'abaisser à mes propres yeux, je deviens malheureux. Je baise moins bien. Ouais. Donc je pense que, ou alors ça se fera sans que je m'en aperçoive. Ouais. Oui. Je suis pas bien. J'aime mieux. C'est encore très orgueilleux ce que je vais vous dire, mais je l'ai vérifié. J'ai des preuves. Je préfère être dans la misère que de m'abaisser les choses qui me plaisent pas. Bon, le premier exemple que j'ai eu, c'est quand j'étais petit rapporteur. C'était quand même une chance formidable pour quelqu'un qui n'avait rien fait, d'être placé dans la lumière de quelques 18 ou 20 millions de personnes tous les dimanches, et ça marchait. Ouais. Mais à partir du moment où on a essayé de m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire, où on m'a coupé au montage des scènes qui faisaient rire les monteurs, vous connaissez le métier qu'on fait, j'ai plus été bien. Bon, mais j'aurais pu, effectivement, faire Étoile à matelas et Toiture en zinc, et puis Poil bite zob. Mais je suis retourné à l'aurore, à mon salaire dont je vous parlais tout à l'heure, sans aucun calcul, uniquement parce que je commençais à plus être bien. Quand je commence à lancer des sabots dans la gueule de ma femme, c'est que ça va pas. Alors je m'en vais. Donc, d'après toi, il n'y a pas de danger de grosses têtes, de mégalomanie. Ah, de grosses têtes, je me prends pas pour de la merde. Là. À partir du moment où faut être... Enfin, je me prends pas pour quelqu'un de passionnant, mais à partir du moment où on fait un métier public et que ça marche, on est content. Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, alors la grosse tête... la grosse tête, c'est la trop grosse tête. C'est quand on se surestime. Là, je sais pas si je me surestime ou si je m'estime. Pour le moment, non. Mais je me méprise pas complètement dans ce que je fais. Et est-ce que tu as l'impression d'avoir plus de pouvoir sur les autres? Oui, absolument. Le pouvoir, c'est quelque chose que tu viens de découvrir, c'est quelque chose que tu as... Non, mais ça, alors, c'est le pouvoir dans tous les sens du mot. Par exemple, il y a un jeu que je m'amuse à faire de façon un peu sadique. Sans contrefaire ma voix, je téléphone à un bureau d'un personnage semi-important, ou qui se croit tel. Et je fais bonjour madame, je peux parler à monsieur Séguéla, s'il vous plaît? Il est en réunion. Hein, bon. C'est le débarque Guy.
Pierre Desproges. Attends, je vais voir. Attendez, ne quitte pas, monsieur Desproges, je vais voir. Là, déjà, on dit merde, je ne suis pas de la merde. Et ça me fait beaucoup rire. Ça me fait beaucoup rire. Mais c'est pratique. Mais alors, la forme de pouvoir dangereuse, c'est celle qu'on a sur le public. Je pense à un gamin comme ce pauvre Lalanne, je dis ce pauvre Lalanne, parce que celui qui croit qu'il chante, là, qui a les cheveux serpillères qui tombent assez bas. Ce type a un discours extrêmement dangereux. Il a même eu le front de faire une chanson contre le pouvoir, alors que lui vit des choses. Moi, je sais que je ne vais pas en scène, j'aime que les chanteurs, j'aime pas ce genre de trucs. Mais en scène, ce type fascine pendant 7 heures de suite. Je crois qu'il a fait un concert à Bourges, il est resté. Il a tenu 7 heures. Il est habitué de prendre. Et les mômes faisaient ça, comme ça. Et de ça à ça, il y a vachement pas loin. Hein. Et c'est effrayant. Et ce type-là, il a un pouvoir sur les gens. Et comme, à mon avis, il ne doit pas être très, très, très malin, il est extrêmement dangereux. Mais tu lui reproches de ne pas être malade. Pas avoir de palu. Non, tu lui reproches, si j'ai bien compris la critique, c'est Jean Bory, là. C'est Jean Bory de 7 heures d'affilée, où, d'après toi, les jeunes qui arrivent cuit, ils sortent complètement assommés par. Oui, non, mais on veut dire, cheveux longs. C'est anormal qu'un chanteur, surtout si c'est complètement anodin ce qu'il chante, avec lui qui est persuadé du contraire. Et puis les enfants qui sortent de leur couche culotte, qui viennent le voir. Mais enfin, ce genre de manifestation, c'est une marque. Moi, je suis désolé, ça m'a Munich en 1933. Ouais, tu crois pas que avec des flambeaux. D'ailleurs, ils ont des flambeaux maintenant dans les salles de rock, comme à Munich. Au début d'Hitler, mais je suis désolé, c'est pas des coïncidences. Et ils ont des uniformes noirs en cuir pour aller voir certains chanteurs. Et ils font un peu comme ça, là, comme les Bavards. Oui. Mais tu ne crois pas que dès qu'on est sur scène, et on a forcément un pouvoir quand on est dans la lumière et qu'on utilise le mot, qu'on utilise le mode du spectacle, qu'on a un pouvoir évident sur les gens qui sont en bas, là. Bien sûr, oui, mais bon, tant que c'est le temps du... Parce qu'il y a quand même une connivence. Les gens... quand ils viennent voir un spectacle, ils acceptent de se laisser emmener. S'ils ressentent bien les gens qui sont devant eux, ils acceptent un peu d'être menés, même mal menés ou bien menés. Mais quand ils sortent de là, ça revient. Tandis qu'il y a des mômes qui deviennent des... on parlait de Coluche tout à l'heure, la béatification de ce personnage, c'est quelque chose de monstrueux. Moi, ça me fait peur. Qu'on béatifie un clown. C'était humiliant pour les clowns, en plus. Accessoirement. En scène, tu sais, en scène, je dis, vous croyez que l'humanité, enfin, je ne sais jamais citer les bouts de... Est-ce qu'elle est respectable? Vous trouvez qu'elle est respectable, l'humanité? Vous avez entendu chanter Francis Lalanne? Alors, ce qui fait marrer les gens, c'est qu'ils sont étonnés. Pourquoi celui-là? Il y a ce côté-là qui m'amuse. Voilà, ça que je voulais dire. Pourquoi celui-là? Parce que c'est pas évident. Effectivement, il y a des chanteurs ou des maîtres à penser qui sont plus évidents que celui-là. Alors que moi, je sais bien que celui-là est très dangereux. Moi, je l'ai vu donner un cours de démocratie devant le poivreau d'Arvor qui béait, qui bavait encore un dangereux, parce que c'est pas évident. Les semi-cons, les cons totaux, ils sont récupérables, mais les semi-cons qui sont pas forcément gâchés, je suis sûr qu'il y a des gens qui pensent que Poivre d'Arvor est un personnage intéressant, par exemple. Tu lis beaucoup de journaux, tu regardes beaucoup de journaux télévisés. Oui. Est-ce que ça j'ai un besoin, comme j'ai toujours peur de mourir, j'ai un besoin de... Je crois que c'est les gens qui ont peur de la mort font toujours référence à l'heure, ils regardent qu'est-ce qui se passe, ils se situent tout le temps dans le temps qui passe. Moi, quand je me couche, je me dis chouette, j'ai tant d'heures à dormir, j'ai plus de temps d'heures. Et les journaux, les bulletins, toutes les heures, les radios, ça me ponctue l'existence. Puis l'autre raison, c'est que professionnellement, j'en ai un petit peu besoin. Toi, ta propre mort, c'est un sujet qui revient à certaines périodes? Tout le temps, tous les jours, toutes les demi-heures. Tout le temps? Sans arrêt. Ah oui, enfin non, je m'arrête pour dormir. Bon, alors c'était la parenthèse. Non, mais chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de bien, je me dis c'est dommage qu'il va falloir mourir après ça, tu vois. En fait, je suis quelqu'un qui doute tout le temps, et la seule certitude que j'ai, malheureusement, c'est celle-là. Je ne crois pas à Dieu, je ne crois pas au diable, je ne crois pas à Giscard d'Estaing. Toutes les grandes valeurs me passent au-dessus. Sur Dieu, il y a des points d'interrogation. Hein.
Mais oui, parce que dans tes bouquins, c'est quand même... ça va le ensemble, côté, ça va Je suis ensemble. défini comme un athée mystique. Non mais le fait de trouver que la mort est injuste, c'est déjà une réflexion mystique, forcément. On aimerait bien qu'il y ait une solution. Quand on pense que Dieu est la solution, on doit sûrement mieux vivre cette certitude-là. Enfin, je sais pas. Moi, je suis un athée mystique. Il y a l'homme de spectacle chez De Gaulle que je... Je sais pas si vous avez... Quand on voyait des stock shots des émissions de l'époque, à quoi il ressemble tous ces cons là. Lui, il avait, mais même si ça faisait rire, même si on n'était pas du tout dans son discours, c'était un énorme orateur, un type extraordinaire, et un acteur, et une gueule, enfin, c'est inouï. Et depuis, c'est vrai qu'il y a des petits crapauds qui sautillent. Et puis il y a aussi, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, sur les gens qui se compromettent ou qui se compromettent pas, c'est un type qui s'est pas sali, je crois pas. Et il a jamais cherché, il voulait pas le pouvoir pour avoir des cocardes sur sa déesse, je crois pas. Il avait une idée complètement mystique et dingue. Je n'ai pas dit que j'ai jamais voté pour lui non plus. Hein. J'aurais pas voté pour lui. Ça, donc t'as vraiment jamais voté ou ça t'est arrivé quand même? Non, un exercice de style de dire que... Non. Je suis pas gaulliste, mais au spectacle, c'était une mise de parade des bons acteurs, et puis des gens pas sales, pas compromis. C'est quand même assez amusant. Je sais pas, je cherche pas la contradiction systématiquement, mais s'intéresser à des faits de société et en même temps avoir du recul et prendre position, il y a un moment donné où il faut quand même passer à l'action. Non, tu crois qu'on peut, ne serait-ce qu'en votant, en ayant l'impression effectivement que... J'aurais l'impression de passer à l'action en votant si j'avais le choix entre... si on me donnait le choix entre Le Pen et n'importe quel autre sauf Marchais, j'aurais voté pour n'importe quel autre sauf Marchais. Voilà. Mais là j'ai vraiment pas le choix. Les choix qu'on m'offre, pour moi, c'est le même mec qui fait Chirac et Mitterrand. C'est la même chose. Ils se foutent complètement du bien-être de l'humanité. Ils se foutent complètement du progrès de l'homme. Dans ton spectacle, tu fais un sketch intitulé « On m'a dit que des juifs se sont glissés dans la salle ». Oui. Bon, alors, c'est... c'est pas vraiment le titre, c'est la première phrase. J'adore, alors c'est le meilleur moment pour moi, c'est arriver sur scène en disant on me dit que des juifs se sont glissés dans la salle, j'adore dire ça. Alors c'est vraiment... il est très drôle ce sketch. Il est ambigu surtout. Il est ambigu, c'est vraiment toujours sur le fil du rasoir. Oui. D'ailleurs, les gens n'osent pas... Il y a quand même... les antisémites n'osent pas rire dans ce sketch, en réalité. Et les juifs se croient obligés de rire. Est-ce qu'un sketch comme ça te demande plus de boulot sur le plan de l'écriture? Non, c'est venu d'un jet. Parce que, non, parce que je vais te dire, il y a des... Tu sais, je crois que c'est pareil quand on compose une chanson, peut-être. Quand tu trouves une phrase musicale que tu sens bien, le reste vient. Tout est sur le même ton. Ouais. Donc, t'as pas du tout eu peur en faisant ce sketch, d'accès d'antisémite et tout? Si. Non, je crois que tu parlais de l'écriture sur le plan de l'alignement des mots. Oui, non, je parlais pas ça, je parlais de mais j'ai pas compris. Là, je vais trop loin. Là, je veux dire, si t'as fait une autocensure, si t'as retiré... J'ai pas fait d'autocensure, mais à partir du moment où j'ai écrit ce truc-là, ça m'a posé des problèmes. Je me suis même réveillé en sursaut la nuit, est-ce que je peux faire ça, on va faire ça. Mais c'était pour une raison très particulière, c'était pas pour... parce que je sais, bon, c'est le problème éternel du sketch de Bedos, Marrakech, comment vont prendre les Arabes. Mais ça m'était plus personnel, la querelle que je me faisais à moi-même, c'est que je nomme quelqu'un là-dedans, qui est une amie, et qui pouvait prendre ce sketch... c'est Anne Sinclair, pour pas la nommer. Anne Sinclair qui a dit dans un livre... Bon, je reconnais que j'ai extrait la phrase du contexte, comme on dit. C'est vrai que c'est jamais très, très clair. Mais elle a dit « J'aurais pas pu tomber amoureuse d'un non-juif. J'aurais probablement pas pu tomber amoureuse d'un non-juif. » Et j'ai trouvé que c'était embêtant que quelqu'un violemment antiraciste profère ce genre de vérité troublante. Je veux dire, pour moi, c'est la même chose que de dire « Je donnerai pas ma fille à un nègre. » Vos gueules, les chiens, quand je parle. Donc, alors ce que j'ai fait finalement, j'en ai parlé avec Guy, avec Bedos, avec des copains. Tu l'as eu au téléphone ou et finalement, 8 jours avant la première, j'ai envoyé le texte à Anne.
Je lui ai envoyé avec une petite lettre. Je ne l'ai pas soumis, je l'ai pas soumis à sa censure, ni à son approbation. Je lui ai mis une lettre en lui disant voilà que, en plus elle était invitée à venir au théâtre, donc je lui ai dit je voulais pas que ce soit surprise. Et puis je lui ai dit j'aime pas égratigner mes amis par derrière, donc je le fais par devant. Et elle m'a appelé le lendemain, elle sait ce qu'elle a fait, elle était absolument ravie, c'est-à-dire qu'elle a pris ce sketch au 2e degré, alors qu'il fallait le prendre au 3e. Mais les Juifs, ça revient souvent quand même dans tes bouquins. Il y a une. Oui. C'est un thème qui t'est cher. Moi, je suis né en 1939. Et à la fin de la guerre, je me souviens plus de mes j'ai pas de souvenir de mes 5 ans ou de mes 6 ans. Mais de savoir que je suis né à cette époque-là et qu'il s'y est passé ce qui s'est passé vis-à-vis des Juifs, c'est un truc que j'ai toujours pas compris au sens fort. C'est de même que je comprends pas Dieu. Ouais. Dieu ou non Dieu, j'arrive pas à comprendre. Tu comprends pas l'antisémitisme? Non, je comprends pas. Ah si, l'antisémitisme, je comprends très bien toutes les formes de racisme. Mais que des gens, des administrateurs, justement, aient envoyé des gens par paquet de 1000 se faire oxyre au nom du racisme, c'est un truc, je ne comprends pas que mes parents, par exemple, aient vu ça. À une époque qui est la mienne, c'est pas Léon, c'est pas Attila, c'est la semaine dernière. Ouais. Alors je n'ai jamais compris avec ma sensibilité et mon intelligence, c'est que je ne peux pas comprendre. Comprendre, je dis même pas admettre, mais comprendre. Alors c'est par rapport à mes 47 ans, presque mon demi-siècle sur Terre, c'est la chose sur laquelle je reviens souvent parce que je ne comprends pas que ça puisse arriver. Et en même temps, j'ai très peur que ça revienne. Je trouve ça fabuleusement inimaginable que des êtres humains puissent commettre ça. C'est pour ça qu'à la limite, les gens qui développent les théories selon lesquelles c'est pas vrai, les camps de concentration, il y a des moments où je me dis, mais... Peut-être que... Bon, je plaisante là, évidemment, mais moi, ça passe mon entendement que ça puisse faire. Mais t'es un peu jaloux de l'humour juif aussi, non? Non, je ne suis pas de l'humour juif, je suis assommé, fatigué par la prétention qu'ont certains juifs de détenir la clé de l'humour. Ils nous gonflent, alors là, vraiment, je les emmerde. C'est pour ça que je mets en face l'humour limousin dont je suis le seul dépositaire. Malheureusement, l'humour juif, t'as des grands noms. T'as Chaplin, Woody Allen, entre autres. Oui. Humour limousin... Non, mais c'est des conneries. C'est comme si de dire que la race juive, que les juifs sont plus doués pour les banques que les bourguignons, c'est complètement con. C'est parce qu'on les a mis dans des situations où ils les a empêchés de faire autre chose. Ils étaient bien obligés d'être banquiers, ils étaient bien obligés d'être usuriers. On ne voulait pas leur laisser planter un chou. Mais c'est pas dans les gènes, ça. C'est comme l'humour, ça n'est pas dans les gènes. De tout, enfin, je vais exactement dire le contraire de la première phrase que j'ai dite au début de l'interview. Non, c'est-à-dire l'humour, ça peut être dans les gènes d'un individu, mais pas dans les gènes d'une race. C'est complètement un dément. Et comment tu vis? Est-ce que tu as des angoisses? C'est aussi raciste que de dire que les Arabes sont des feignants. Dire que les Juifs font de l'humour, c'est aussi raciste que de dire que les Arabes sont des feignants. Comment tu vis l'intégrisme? L'intégrisme religieux Bah, ça me fait peur. Ouais. Oui, je parlais des gens qui courent derrière les drapeaux. Ceux-là, ils courent derrière des multitudes de... Oh là là, ça fait très peur. Hein. Déjà, la CGT qui manifeste dans la rue, j'ai peur. Alors, tu penses, les mollahs? Mais je pense que l'intelligence c'est une qualité de gauche. Mais je ne pense pas que l'intelligence soit la qualité la plus importante sur Terre. C'est que alors qu'est-ce qu'il n'y a pas de l'amour? Je sais pas. Ouais. Moi, je me réfère au test. Je me réfère au test. Grosse bite. Grosse bite, c'est bien. Non, mais l'intelligence. Il y a un truc que j'ai mis dans mon spectacle où je dis l'intelligence, c'est le seul outil qui permet à l'homme de mesurer l'étendue de son malheur. C'est un truc que je pense profondément. Je ne crois pas que ce soit la donnée. Moi, j'ai un ami qui a un enfant idiot, crétin, pas mongolien, mais un peu en dessous, qui sourit, qui est heureux comme tout, vraiment. Qui ne se pose pas de questions sur ce qu'il va bouffer demain. La vraie béatitude, on l'a que par l'héroïne pure ou par le mongolisme. Et le mongolisme, c'est difficile de se le faire. Quels sont les sujets que tu n'aurais pas voulu qu'on aborde? Tu as des sujets comme ça, en interview, hein, pas que j'aurais pas aimé qu'on aborde. J'aurais pas répondu mais ça, vous ne pouviez pas les poser, parce que vous savez, j'aurais pas répondu aux questions d'ordre privé. Ouais.
Bon, je parle de ma femme, mais quand je parle d'Hélène, c'est parce que c'est mon collaborateur privilégié. Comme Pierre Perret parle de sa femme. Mais c'est tout. Sinon, je crois pas qu'il y ait de questions qui me gênent. Et tu as dit j'ai l'impression d'exister que si je dis le contraire des autres. Oui, c'est un peu de la provocation, mais il y a un peu. Provocation. Ça rejoint un peu C'est ce besoin hystérique d'individualisme. Mais quelquefois, c'est vrai que quelquefois, je suis de mauvaise foi, sans m'en rendre compte sur le moment, par besoin d'oxygène. J'ai l'impression que j'étouffe. Et ça remonte à loin, ça, ou ça se précise de plus en plus, ça, ou ça se tasse, ou c'est en évolution. Ça se tasse dans la vie courante depuis que je m'exhibe. Depuis que j'en fais un métier, finalement. Ouais. Mais cela dit, c'est quand même vrai qu'on n'existe que si on est différent. C'est presque la définition de l'existence. Dans la vie, c'est pas simplement dans le métier. Le fait d'être... Oui, parce que... Le fait d'être pas d'accord, comme ça... Non, mais ça me provoque vraiment l'impression... J'ai un exemple très précis. Je parlais de la béatification de Coluche, mais il y a eu avant, à la mort de Simone Signoret, le nombre de bêtises, encore une béatification, telle, mais que moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que cette vieille conne, là. Tout d'un coup, j'aimais plus Simone Signoret, alors que j'ai toujours pensé que c'était une grande... mais alors là, par besoin de ne pas rentrer dans ce jeu. Oui, mais c'est les journalistes qui font ça, qui font de la béatification. Oui, mais c'est pas elle. Mais les journalistes, c'est le public qui lit les journaux. Alors là, il y a une osmose permanente entre les journalistes et les lecteurs. Ouais. Les journalistes écrivent ce que les gens ont envie de lire. Ils étaient absolument... toute la France entière, ils avaient jamais vu... On a écrit des choses à la fin de la... Bon, Jérôme Garcin, qui est un ami... J'aime bien, un type qui n'est pas idiot. Il avait écrit dans son journal elle était belle, c'était la plus belle, aux côtés d'une photo de cette femme qui était rongée par les maladies, qui était une tête de vieille mourante, commateuse. C'est pas ça la beauté. La beauté, c'est les lolos qui percent bien, ou un regard. Mais là, elle avait les yeux sous la graisse, on ne la voyait plus. Mais on a dit des choses complètement débiles à propos de cette femme. Non, c'est vrai qu'elle avait été très belle. Par rejet, je ne sais plus dans quelle émission de télévision, 2 jours après, j'ai dit, d'ailleurs, c'était celle de Garcin. Oui, tu avais d'ailleurs regretté un peu ce que tu avais dit. Oui, alors ça, je l'ai regretté pour des raisons privées. Je l'ai regretté pour des... Oui. Ouais, bon. En plus, je l'ai regretté parce qu'effectivement, je pense pas qu'elle était... Je pense toujours que c'était un personnage formidable. Tu es un homme de réaction, qu'elle a été quand même, stalinienne par période, et puis ensuite stalinienne après. Ça, c'est un autre débat. On a le droit de changer d'avis, mais pas de essayer de... Ce qui est très dangereux chez ce genre d'intellectuels, c'est qu'ils essaient de convaincre une génération que Staline, c'est Dieu. Ouais. Et puis après, comme eux sont des intellectuels, ils ne se sentent pas les responsabilités qu'ils ont quand ils disent des conneries pareilles. Et puis 25 ans après, ils ont le droit de dire absolument le contraire. Et tout le monde, oh, la Signoret, quel génie, qu'est-ce qu'elle pense bien. Ça aussi, c'est suspect. Oui, mais alors, je ne dis pas qu'on n'a pas le droit à l'erreur, hein, mais ils ont eu le droit d'avoir, d'être des gens de spectacle et d'avoir des opinions politiques. Ah, je dis pas ça. Bon, c'est vrai qu'il y a une responsabilité à partir du moment où... Non, mais d'avoir des responsabilités... Célèbre mais tout le monde a le droit d'avoir des opinions. Mais de les vomir sur la place publique, surtout quand c'est des conneries, aussi graves que les montants Signoret, ils ont été staliniens. Stalinistes convaincus. Attention, jusqu'en 57 ou 8, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas lu Kravchenko en 47, alors qu'ils étaient déjà des grands garçons. C'est quand même étonnant. Et puis après, 20 ans après, ils ont le droit de dire absolument le contraire. Le montant, là, il est réganiste maintenant, avec la même foi, la même brillance dans les yeux. Et ils font encore dire, bravo, il a raison celui-là. Pas sûr. Bon, tu peux avoir des positions, des nuances sur telle personne qui... Bon, au fond, t'aimes bien, mais tu vas la... J'aime pas la nuance. T'aimes pas la nuance tellement, t'aimes pas ça. Je baise à fond, je bois du calva à 80 degrés. Je mange pas une cuillère de caviar, il m'en faut 6, 8, 12. Je suis sans nuance. Sans nuance. J'aime bien le piment. Puis attention, je suis un caricaturiste, donc je suis obligé de charger. Oui. Mais charger, justement, est-ce que quand tu charges, bon, tu dis, j'aime pas les gens qui ne doutent pas. Et toi, quand tu charges, tu dois avoir des doutes, des fois. Il y a quand même aussi le... Est-ce que tu es sûr d'être dans la... La seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute. D'accord. Bien répondu, hein. Pas mal.